Bonsoir et bienvenue pour cette dernière table ronde de la journée qui s'intitule Pandémie de fake news. N'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux ou sur notre site internet forumeuropéendebioéthique.eu. Je vous rappelle que toutes nos tables rondes se déroulent dans le strict respect des mesures sanitaires. Et pour modérer cette table, je passe la parole immédiatement à Israël Nizan. Merci Maude. En même temps que le virus, nous sommes touchés par une vraie pandémie, une nouvelle pandémie. Alors il y avait des fake news auparavant, mais pas du tout dans les mêmes proportions. Et c'est vrai qu'en situation de crise, on cherche tous une lueur d'espoir à laquelle se raccrocher, ainsi qu'un responsable ou des coupables à condamner. Ce mécanisme intuitif existe depuis la nuit des temps, mais l'avènement de l'hyperinformation et de l'hypercommunication lui a offert un terrain de jeu particulièrement propice. La pandémie de Covid-19 est un modèle du genre, Internet ayant fait de chacun d'entre nous un journaliste scientifique, un commentateur acerbe, un spécialiste ou un lanceur d'alerte, et quelqu'un disait même un procureur. Jamais les fake news et les théories du complot n'ont été aussi florissantes. Même de supposés experts, bardés de diplômes et de titres, semblent en proie à ce mal-être civilisationnel. Qui croire, que croire, vraies fausses informations, secrets d'État ou délire collectif, comment se forger une opinion dans la jungle de l'information tous azimuts, à l'heure même où des prix Nobel se livrent à l'édition de véritables fake news. Pour cette table ronde passionnante, nous avons réuni pour le Forum européen de bioéthique 4 personnes. Tout d'abord François-Bernard Huyghe, qui est directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Madame Chine Labbé, qui est rédactrice en chef à Europe NewsGuard. Philippe Breton, docteur en psychologie, professeur émérite de l'Université de Strasbourg et administrateur de la Croix-Rouge française et qui accompagne depuis fort longtemps le Forum européen de bioéthique. Et son président, Aurélien Benwalid, qui est neurologue. Et pour commencer, je vais donner la parole à Madame Chine Labbé, rédactrice en chef de Europe NewsGuard. Madame, vous avez la parole. Bonjour, merci beaucoup de me donner la parole et pour cette introduction. Mon père, qui est médecin scientifique, m'a toujours dit « les faits sont têtus ». C'est vrai, mais malheureusement, mon travail depuis 2 ans m'a aussi appris que les intox, les fausses informations, les théories du complot sont elles aussi très têtues. En 2020, vous le disiez, l'ampleur de ce phénomène semble avoir pris tout le monde de court. On avait pourtant eu une sorte de répétition générale en 2016 avec les élections américaines. Tout le monde connaissait le risque, mais on ne l'avait sans doute pas mesuré à sa juste valeur. Il faut dire que la crise que l'on traverse aujourd'hui, et vous en parlez depuis plusieurs jours, elle est sans précédent, notamment parce qu'il s'agit d'une pandémie qui nous concerne tous, jeunes, moins jeunes, personnes vulnérables, personnes en bonne santé. Elle concerne notre santé, notre qualité de vie aussi, et elle frappe le monde entier. Très tôt d'ailleurs, l'OMS a parlé d'infodémie. Il fallait un nouveau terme pour désigner ce torrent d'intox qui n'avait pas de précédent. Mais personne, et même nous, qui travaillons sur la désinformation à longueur de temps, ne pouvaient prédire ce qui allait se passer. Je relisais il y a quelques jours avec intérêt les messages que mes collègues et moi nous étions envoyés début janvier 2020, donc au tout début de la pandémie. Et vu d'ici et d'aujourd'hui, ça semble très lointain. Un collègue nous demandait « Est-ce que vous avez vu passer des fausses informations sur ce nouveau virus ?» Un autre répondait « Non, absolument rien pour le moment. » Et notre chef concluait en disant « Bon, on va quand même suivre ça de près. » Nous voilà 1 an plus tard et nous avons recensé chez NewsGuard, la compagnie pour laquelle je travaille, et dans les 5 pays où nous opérons, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et l'Allemagne, plus de 400 sites qui ont diffusé de fausses informations sur la pandémie, sur le virus, sur ses origines, sur les confinements et sur toutes les mesures qui ont été prises par les gouvernements pour juguler la pandémie, et aujourd'hui sur les vaccins. Parmi ces 400 sites, il y en a une 50aine qui sont des sites francophones, donc la France n'est pas épargnée, loin de là. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'une vaste majorité de ces sites, nous les connaissions chez NewsGuard,
regardent, mais beaucoup de personnes qui travaillent sur les fausses informations depuis longtemps. Nous les connaissions avant la pandémie et nous savions qu'ils étaient peu fiables, pour d'autres raisons. Avant la pandémie, ils diffusaient des intox sur le cancer, sur les vaccins, sur le 11 septembre, sur la Shoah ou encore sur l'attentat du Bataclan. Et donc la question, c'est pourquoi tant de Français et tant de personnes dans le monde se sont tournés en 2020 et continuent à se tourner en 2021 vers ces sites dont certains, certes, sont apparus à la faveur de la crise, il y en a eu beaucoup, mais dont beaucoup, je le disais, sont des sites bien connus de mes informations, qui restaient jusque-là, pour certains, assez confidentiels. Le premier élément de réponse, il est commun à toutes les crises, finalement, c'est que dans chaque crise, on retrouve un mélange assez explosif d'incertitude et d'inquiétude, qui est très favorable à l'explosion d'un Fox. Le deuxième élément de réponse, il est très spécifique à cette crise et il est très matériel. Il est à chercher dans les mesures qui ont été prises contre la pandémie, les confinements, les couvre-feux, dans une certaine mesure aussi la fermeture des salles de spectacle, des commerces dits non essentiels, parce que les gens qui se retrouvaient coincés chez eux, désœuvrés, qui ne pouvaient pas voir d'amis, qui pour certains ne pouvaient pas aller à l'école, ne pouvaient pas travailler, pour d'autres se retrouvaient à travailler depuis chez eux, ont passé beaucoup plus de temps sur leur ordinateur de manière très prosaïque et donc beaucoup plus de temps à lire sur cette crise, à partager des informations et donc à tomber sur des intox sur lesquels ils ne seraient peut-être pas tombés un an auparavant. Et surtout, et là on en revient au premier point, à ce mélange explosif d'inquiétude et d'incertitude, ils ont été chercher des réponses. Là où la science, les autorités sanitaires, les gouvernements ne sont pas à même d'apporter des réponses claires, lisibles, notamment parce que la situation évolue sans cesse, la connaissance du virus, de ses variants évolue sans cesse, et que donc malheureusement il n'y a pas de réponse englobante, satisfaisante, apaisante qui nous permette de comprendre réellement ce qui nous arrive. Et la réponse complotiste, vous évoquiez les complots, toute loufoque ou extravagante qu'elle puisse paraître, elle donne du sens là où il n'y en a pas. Si tout a été prévu par Bill Gates pour imposer des vaccins obligatoires qui vont nous injecter des micropuces, ça a un sens. Et même si ça peut paraître contre-intuitif, ça peut être rassurant finalement. En 2020, parce que le monde entier se posait les mêmes questions, et chercher des réponses. Des intox ont fait le tour du monde très rapidement. Je vais vous donner un exemple qui était très parlant, et c'est une intox que vous avez sans doute vue parce qu'elle a véritablement fait le tour du monde. C'est le chemin parcouru par cette intox selon laquelle le virus aurait été volé dans un laboratoire de Winnipeg au Canada, puis ramenée en Chine. L'intox, elle est d'abord apparue sur un blog très obscur qui a très peu de trafic, qui suscite très peu d'engagement, qui s'appelle Great Game India, mais elle a rapidement été reprise par Zero Hedge, puis par Red State Watcher, et ça, c'est deux sites qui sont bien connus, très populaires de mes informations aux États-Unis. Et là, c'était fini. L'histoire, elle était devenue virale, elle a été reprise un peu partout et dans toutes les langues, sur Twitter, sur Facebook, notamment parce que tous ces sites de mes informations dans le monde entier, ils se lisent entre eux, ils se traduisent entre eux. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que 2020 n'a pas vu naître les théories du complot, n'a pas vu naître les billets trompeurs, les articles trompeurs sur les réseaux sociaux. Mais en 2020, ce qui s'est passé, c'est que ces photomontages, ces billets trompeurs, ces théories du complot, elles ont trouvé un écho particulièrement fort. Elles ont été particulièrement partagées, commentées, aimées par des gens qui ne sont pas tous des complotistes, mais qui cherchent tous à ramener du sens, encore une fois, dans une situation qui n'en a pas beaucoup et dont on ne voit pas le bout. J'habite en Suisse, moi, et il y a quelques jours, je voyais la une du Temps, qui est un grand quotidien national, qui titrait « Un an après, les 10 énigmes du Covid demeurent ». Il y a de quoi se tourner vers ceux qui, eux, semblent apporter des réponses. Évidemment, les revirements des autorités, des scientifiques, voire les erreurs des uns et des autres n'ont pas aidé dans cette pandémie d'infox. En France, par exemple, une séquence comme celle sur le port du masque, avec les contradictions du gouvernement sur la nécessité de le porter, a été très reprise par les complotistes comme une preuve que l'on nous ment et qu'il y aurait derrière cette pandémie en fait un dessein secret. Les contradictions entre les pays aussi sur les mesures à prendre pour faire face à la pandémie n'ont pas aidé non plus. Ici, on a imposé le port
port du masque à 6 ans, là à 12. Ici, on a fermé les écoles, là, on les a fermées. Et du côté de la science, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas aidé. Il y a eu des erreurs, comme le Lancet Gate, cette étude fausse sur l'inefficacité de l'hydroxychloroquine contre le Covid-19. Cette histoire, cette affaire, elle a été très reprise sur les sites d'intox, d'autant plus que l'hydroxychloroquine, dont on sait aujourd'hui qu'elle ne marche pas contre le Covid-19, a été l'objet de beaucoup de fantasmes chez les complotistes, parce que c'est un médicament qui ne coûte pas cher, parce qu'il a été promu par des médecins très médiatiques et par quelques personnalités politiques, et que donc beaucoup de complotistes ont vu dans cette affaire un complot de Big Pharma et du gouvernement pour permettre aux pharma en fait, de faire passer des médicaments plus chers ou des vaccins et de s'enrichir. Ce qui a aussi beaucoup contribué à cette infodémie, ça a été les préétudes scientifiques. Les préétudes, comme leur nom l'indique, elles n'ont pas encore été soumises à un comité de lecture. Et quand elles sont publiées sur Internet, sur des sites qui leur sont dédiés, elles n'ont pas vocation à être reprises par des journalistes, par des blogueurs, par des YouTubeurs et à être commentées. Le but, c'est de servir au sein de la communauté scientifique. Et pourtant, cette reprise, elle a été très forte l'année dernière. Il y a de nombreuses préétudes qui ont été publiées en ligne, rapidement dénoncées par la communauté scientifique et dépubliées, mais le mal était déjà fait parce qu'elles avaient été reprises un peu partout sur la toile et que leur retrait, au lieu d'être vu comme la science qui avance finalement, qui se corrige, a au contraire été perçu comme une tentative de censure, nourrissant encore une fois cette idée du « on nous ment ». L'exemple le plus marquant, ça a sans doute été cette publication indienne dans laquelle un groupe de chercheurs indiens affirmait avoir découvert des similitudes entre des séquences protéiques de la nouvelle souche de coronavirus et du VIH. Et donc, il disait que ces similitudes n'étaient vraisemblablement pas naturelles, sous-entendant que le virus aurait été créé par l'homme. Ce que les auteurs avaient omis de préciser, c'est que ces mêmes séquences, en fait, elles se trouvaient dans de nombreux virus, pas juste le VIH, et qu'elles étaient trop courtes pour être significatives. Donc, l'étude, elle a été retirée 2 jours seulement après avoir été publiée, mais l'idée qu'elle véhiculait, elle a continué de vivre. Et des sites de mésinformation comme InfoWars aux États-Unis, comme No Signal Found en France, ont continué à citer cette étude et à s'en servir pour promouvoir la fausse allégation selon laquelle le virus aurait été créé artificiellement. Et cette intox, elle s'est même offerte une seconde vie, et je pense que vous y faisiez allusion dans votre introduction, quand elle a été reprise par un prix Nobel de médecine, Luc Montagnier, qui lui a donné beaucoup de poids, évidemment, de par son titre. Et ça renvoie à un autre problème qu'on a connu l'année dernière, auquel aussi vous faisiez allusion, c'est celui de scientifiques qui, en 2020, ont parlé de leur position d'autorité comme épidémiologistes, comme urgentistes, comme généticiens, mais pour parler de sujets qu'ils ne maîtrisaient pas ou qui n'étaient pas leur spécialité, et donner le vernis de l'expertise à des choses qui n'avaient aucun fondement scientifique, prouvant, s'il fallait le prouver, que la science est un sujet compliqué à appréhender, qu'on ne s'improvise pas, journaliste scientifique, et qu'on peut faire dire tout et n'importe quoi à des données quand on ne les comprend pas. Et puis de nombreuses personnes ont perdu de vue l'idée que la science, elle évolue et qu'elle évolue très rapidement pendant une pandémie. Donc si A devient B, ça ne veut pas dire que B était vrai il y a 3 mois, ça ne veut pas non plus dire que la personne qui professait B il y a 3 mois avait raison à ce moment-là. Donc à la faveur de tous ces revirements, de toutes ces évolutions, de ces contradictions réelles ou apparentes, on a vu s'opérer un glissement progressif, si vous voulez, de nombreuses personnes vers une forme de complotisme, vers un doute de plus en plus grand à mesure que davantage d'intox circulaient et que la confiance dans les autorités et les médias traditionnels baissait. Et ce qui est assez parlant à ce titre, c'est le parcours d'un média comme France Soir. Chez NewsGuard, donc, on évalue la fiabilité des sites d'information en fonction de critères apolitiques, journalistiques. Est-ce que le site corrige ses erreurs? Est-ce qu'il publie fréquemment des fausses informations? Est-ce qu'il vous indique à qui il appartient? Il est transparent là-dessus. Et on revoit nos analyses en permanence pour être sûr qu'elles sont toujours bien à jour et bien pertinentes. France Soir, début 2020, c'était un site que l'on considérait comme fiable. Il reprenait surtout des dépêches AFP, il couvrait l'actualité de manière assez neutre et générale. Et puis au printemps 2020, France Soir a commencé à publier des articles qui relayaient des allégations non fondées sur la pandémie de Covid-19. Et puis au fil du mois, cette tendance, elle s'est fortement accentuée jusqu'à la publication de nombreuses fausses allégations fin 2020 et début 2021. Et donc nous, chez NewsGuard, on a revu notre notation de ce site à 2 reprises sur les 8 derniers mois. La trajectoire de France Soir, finalement, ça a été la trajectoire de
de nombreux Français. Et d'ailleurs, le site a énormément gagné en visibilité et en lecteurs au fil de l'année. Donc face à cette situation qui est inquiétante selon moi pour nos démocraties, que faire? Tout au long de l'année, on a vu les plateformes, les réseaux sociaux tenter d'apporter des solutions technologiques à cette situation. Mais on sait que malheureusement, ces réponses qui reposent principalement sur l'intelligence artificielle sont assez limitées. Pourquoi? Parce qu'en gros, aujourd'hui, les mesures des plateformes, elles reposent sur deux grands piliers. Le fact-checking, qui permet d'étiqueter certains contenus comme faux ou comme partiellement faux. Et puis la suppression des contenus, c'était une mesure qui était assez exceptionnelle jusque-là, mais qui a été déployée à plusieurs reprises en 2020, notamment de manière assez tonitruante par Facebook pour les contenus QAnon, cette théorie du complot qui voudrait que Donald Trump soit en mission secrète pour libérer le monde d'une cabale d'élite pédosatanique avec au cœur de cette élite les démocrates américains. Mais ces deux mesures, le fact-checking et la suppression des contenus, elles sont intrinsèquement limitées. Parce que contrairement aux contenus pornographiques ou violents qui peuvent finalement assez facilement être repérés en ligne grâce à l'intelligence artificielle, on sait qu'il est très difficile de repérer les contenus faux et les contenus complotistes parce que souvent les campagnes de désinformation, elles ne visent pas à faire croire en une fausse information, mais en fait à instiller le doute, à brouiller la frontière entre le faux et le vrai. Et parfois les intox évoluent, sont nuancées, sont difficiles à repérer. Et puis parfois, elles sont perdues au milieu de questions légitimes ou formulées d'une manière ambiguë qui va échapper aux algorithmes. Ça a été assez visible, je trouve, dans le documentaire Hold Up, par exemple, qui mélangeait des théories sans aucun fondement, des allégations fausses et des interrogations pertinentes sur, par exemple, le port du masque dans les crèches ou le bien-être mental de sociétés confinées. Et du coup, seul un œil humain pouvait, face à un tel documentaire qui était par ailleurs très long, démêler le vrai du faux et alerter sur la dangerosité globale du message. On a aussi vu les limites du fact-checking tout au long de l'année sur Facebook, où certains posts se retrouvaient estampillés comme faux, d'autres passaient entre les mailles du filet de manière assez peu transparente et lisible. On l'a vu par exemple sur la fausse allégation selon laquelle le virus aurait été créé par l'Institut Pasteur. Certains posts étaient estampillés faux, d'autres qui le disaient aussi clairement n'avaient absolument aucun label. Et finalement, c'est assez inévitable parce que la mésinformation, elle change de forme, elle évolue et qu'elle va plus vite finalement que les mesures que prennent les réseaux, qui sont en quelque sorte condamnés à jouer au chat et à la souris et à courir après ces nouvelles campagnes et ces nouvelles intox. Et souvent, le résultat, c'est qu'ils prennent des mesures contre une intox à un moment où cette intox, elle n'est déjà plus l'intox la plus à la mode, entre guillemets, ou alors elle a déjà évolué et changé un petit peu dans sa version la plus partagée, ou alors elle est déjà tellement répandue qu'il est en quelque sorte trop tard, et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec les contenus QAnon dont je parlais juste avant. Quant à la suppression des contenus, Facebook a promis par exemple de supprimer toutes les fausses allégations sur les vaccins récemment, en fin d'année 2020. Pourtant, on continue à en trouver sur le réseau. Et puis, quand ils arrivent à le faire, on sait que loin de voir la disparition de ces messages, en fait, ce qui se passe, c'est que leur suppression, elle pousse le contenu sur des messageries privées comme WhatsApp, WeChat ou sur des plateformes plus confidentielles qui ne cessent de naître, comme Gab, comme Parler, et souvent plus radicales aussi. Et surtout, on sait que la suppression des contenus, si elle peut effectivement limiter la diffusion de certaines intox, elle renforce aussi le complotisme, elle nourrit l'idée d'un complot dont Facebook, pour le coup, et les autres grandes plateformes feraient partie. Et l'un des grands drames de 2020, finalement, c'est que les théories du complot ont tant gagné en popularité, ont quitté les coins obscurs du web pour devenir quasiment mainstream, excusez l'anglicisme. Donc il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'on a fait qui a pu contribuer au complotisme et ce qu'on peut faire pour y remédier, notamment en matière de transparence. Donc nous, chez NewsGuard, on est convaincus qu'une grande partie de la solution, finalement, elle se trouve du côté de l'éducation aux médias. Il faut réapprendre l'esprit critique, réapprendre à douter, mais avec rigueur. Comme le disait si justement Gérald Bronner dans son livre « La démocratie des crédules », que je conseille à chaque fois que je parle sur ce sujet, parce que je trouve que c'est un très bon livre. L'esprit critique, s'il s'exerce sans méthode, conduit facilement à la crédulité. Je trouve que c'est un assez bon résumé de l'année qu'on vient de passer. 2020 aura montré que le doute aveugle sans raison ne vaut pas mieux que la confiance aveugle. Il faut donc apprendre
aux internautes à détecter ceux qui leur servent des intox, qu'ils le fassent par goût du profit, par idéologie, à détecter les indices de la mésinformation. Et pour ça, il y a de nombreuses pistes. Il y a des gens, des associations, des groupes qui développent des jeux vidéo pour apprendre à reconnaître les mécanismes de la désinformation, un peu comme on se vaccinerait contre une maladie en apprenant à son corps à se défendre contre celle-ci. On se vaccine en jouant et en apprenant à repérer les mécanismes de la désinformation. Et puis, là, je prêche pour ma paroisse, mais on en est convaincu chez NewsGuard, puisque c'est ce qu'on fait, on analyse la fiabilité des sources d'information. Je reste convaincue qu'il faut s'intéresser de près aux sources d'information. Les cols porteurs d'intox, je le disais plus tôt, sont souvent toujours les mêmes et des multirécidivistes. Pour vous donner un autre exemple, près des 2/3 des sites qui ont publié des intox sur l'élection américaine, ce sont des sites qui ont aussi publié des intox sur le Covid-19. Il faut donc travailler sur ces sources, sur leur identification pour alerter les lecteurs en amont, avant même que ces sites aient l'opportunité de partager leur dernier intox. Et donc ça, c'est au cœur de notre approche. Nous, on a créé une extension de navigateur qui renseigne sur la fiabilité des sources, en s'appuyant sur des critères journalistiques vraiment de base, je le disais juste avant. Et nos analyses qui passent au crible ces critères pour essayer de déterminer si un site est fiable ou pas, elles peuvent aussi servir de vaccin, en quelque sorte, pour ceux qui vont les lire et y être confrontés. Plus un lecteur va y être confronté, plus il va pouvoir aiguiser ses propres réflexes analytiques. C'est un petit peu l'objectif aussi. Parce qu'aujourd'hui, face à une multitude de personnes qui créent leur blog, leur site, leur chaîne YouTube, une multitude de sites créés par des puissances étrangères, par des groupes politiques de manière cachée, est très difficile de savoir finalement qui se cache derrière les informations qu'on lit en ligne, quelles sont leurs motivations, si leurs propres sources sont fiables, etc. Quand on allait à la bibliothèque, avant, on avait l'aide d'un bibliothécaire qui n'était pas là pour nous censurer, mais qui était là pour nous aider à nous y retrouver, à faire un choix informé. Et sur Internet, on n'a pas de bibliothécaire et c'est un petit peu la jungle. Donc il faut aider les internautes à faire le tri. Libre à eux, ensuite, évidemment, de choisir de s'informer sur des sites que nous considérons comme peu fiables. Mais il y a fort à parier que si tout le monde bénéficiait de ce supplément d'informations, les articles de mésinformation seraient sans doute moins viraux et les personnes qui animent ces sites seraient sans doute moins populaires. Merci Chine Labbé. On reviendra vers vous dans le débat. Mais je vais donner la parole à François Bernard Huyghe, qui est directeur de recherche à l'Institut de Relations internationales et stratégiques. Bernard Huyghe, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. Oui, effectivement, c'est quelque chose qui nous préoccupe à l'IRIS et nous avons créé un observatoire de la mésinformation au temps du Covid-19 qui publie des dossiers et des pages entières sur Internet. Alors, le premier élément, c'est évidemment l'ampleur du phénomène. On parle de milliers d'informations fausses ou douteuses qui ont touché des millions de gens, et c'est aussi effectivement leur variété. On est en quelque sorte dans une phase historique où on voit la conjonction de phénomènes dont certains sont anciens mais qui sont complètement exaspérés. Alors le premier, je pense qu'il remonte à l'Antiquité, c'est la rumeur ou les fantasmes en particulier pour tout ce qui touche à la santé, aux épidémies, aux remèdes miracles. Et puis on va voir réutiliser beaucoup une notion de guerre froide qui est la notion de désinformation. Désinformation, ça vient du russe en 1953 et ça renvoie à l'idée que des puissances politiques, géopolitiques, tenteraient d'introduire délibérément des éléments faux dans le système d'information de l'autre pour le perturber. On verra beaucoup d'accusations de désinformation adressées à la Chine et dans une bien moindre mesure à la Russie qui ne semble pas être très active sur ces sujets. Et puis, évidemment, il y a la notion de complotisme. Alors pour moi, le complotisme, c'est pas le fait de croire des choses fausses et délirantes, c'est le fait d'être hyper critique dans un premier temps, c'est-à-dire de refuser absolument de croire ce que disent les médias, les autorités scientifiques, les autorités politiques. Ça peut être une bonne chose, mais B, dans un temps second, d'expliquer le déroulement de l'histoire, les événements par l'action
d'une poignée d'hommes puissants qui manipuleraient les apparences, et de dire qu'au fond, on pourrait démonter ce complot, le déconstruire, en particulier une poignée de gens particulièrement brillants et intelligents. Le concept la théorie du complotisme, elle est, disons, chez le philosophe Popper après la Seconde Guerre mondiale, mais elle explose complètement après 2001, après le 11 septembre 2001, et après l'explosion qui coïncide avec un développement du web, l'explosion en ligne de théories expliquant que les tours ne se sont pas effondrées à cause d'avions, que la CIA a fait tout ça, que bref, le monde que vous voyez, le monde qu'on vous montre est totalement trompeur. Et puis la troisième notion, elle a eu un énorme succès en 2016, c'est la notion de fake news, c'est-à-dire le fait de diffuser non pas d'en haut par une propagande d'État, mais d'en bas, notamment par les réseaux sociaux, des faits mensongers, des images truquées qui créent un effet de perturbation. Fake news a été le mot de l'année 2016 aux États-Unis, où on développe la notion d'ailleurs pseudo-philosophique de ère de la post-vérité, d'une période où nous serions, au fond, devenus tous plus ou moins indifférents à la véracité et à la vérification de tout ce que nous rapportons, et où chacun se bricolerait son univers mental, sa représentation du réel, en fonction de ses stéréotypes ou de ses fantasmes. Donc, on a eu depuis 2016, on est dans ce que j'ai appelé la grande peur des fake news, qui a donné lieu à une mobilisation des médias pour le fact-checking, des gouvernements qui adoptent des lois, d'ONG, des GAFA eux-mêmes qui modifient leurs algorithmes et se dotent de modérateurs pour ne pas être accusés d'être, je dirais, l'environnement des fake news, des discours de haine, etc. Donc c'est une chose qui est devenue complètement obsessive depuis environ 2016, où on va développer des tas de théories pour expliquer par les fake news l'élection de Trump ou le Brexit, renvoyant souvent à un complot russe ou à l'action de hackers. Mais quand bien même ces thèses comporteraient une part de vraisemblance, elles n'expliquent pas complètement le phénomène d'explosion auquel on assiste, qui est lié à bien d'autres choses, et notamment à des formes, je dirais, nouvelles d'obscurantisme ou de refus du discours scientifique qui s'est, au cours de ces années, marqué par des campagnes attribuant des effets cancérigènes à un tas de produits ou expliquant que les vaccins contre la rougeole donnaient, je ne sais plus quoi, des modifications génétiques, je ne sais pas. Il y a de véritables mouvements anti-science ou anti-autorité scientifique qui se sont développés. Alors, évidemment, la pandémie a été accompagnée immédiatement de ce que l'OMS a appelé l'infodémie. D'ailleurs, c'est un thème que reprend Joe Biden dans son discours de prestation de serment, où il dit que nous sommes menacés par le virus du Covid-19, mais aussi par le virus du mensonge, des discours de haine et de l'extrémisme, donc par des causes, je dirais, spirituelles du mal. Mais en tout cas, on a assisté à une explosion de nouvelles fausses ou de théories bizarres, dont le chef-d'œuvre absolu est le pseudo-documentaire Hold Up. Alors ça porte sur l'origine du virus, le pays. Certains l'attribueront avec des documents habilement présentés comme une fabrication de l'Institut Pasteur, au fond, qui aurait fait sans le vouloir ou en le voulant une sorte d'arme biologique. On prêtera des effets imaginaires. Évidemment, il y aura des milliers de faux remèdes
qui vont être préconisés en ligne. C'est l'histoire de Rick Azaray qui voulait guérir le sida par des tisanes et des bains de siège, mais à une échelle monstrueuse. Et évidemment, c'est dangereux, puisque si vous prenez un remède imaginaire, et si vous croyez que telle vitamine ou telle tisane va vous protéger, vous risquez d'attraper sérieusement le Covid et d'en mourir, de contaminer des gens. On va voir des fausses informations factuelles, des images truquées de faux cadavres brûlés, évidemment des accusations portant avec des éléments de racisme sur la responsabilité des Asiatiques, même des gens très sérieux, enfin un prix Nobel quand même, le professeur Montagnier, qui va dire que le virus est probablement artificiellement fabriqué, toutes les rumeurs possibles et imaginables sur le vaccin. Parmi les plus folkloriques, il y a celles qui disent que, au fond, les vaccins serviraient à nous injecter en réalité des puces pour nous surveiller. Donc ça serait un coup de Bill Gates et de Big Brother, en quelque sorte, la surveillance planétaire. C'est un cas qui est très fin. Bon, bref, on a une suraccumulation de couches d'affirmations fausses ou de théories délirantes, dont le chef-d'œuvre est évidemment ce documentaire de 2h46, Hold Up, qui examine toutes les théories délirantes sur la 5G, les faux remèdes, etc., et qui conclut par l'idée que tout ça est organisé par Big Pharma, voire éventuellement par le grand capital qui voudrait supprimer quelques milliards d'êtres humains pour réactiver ses profits. Donc vous voyez, on est devant l'ampleur du phénomène, sa variété. Il en existe des sortes de hit parades. Il suffit d'aller simplement sur Wikipédia pour en voir des milliers d'exemples. Sont des gens, cette variété de thèmes, et de thèmes qui se mélangent, qui sont des thèmes de l'obscurantisme, des thèmes plus ou moins écolos, des thèmes anticapitalistes, des thèmes populistes ou d'extrême droite, des thèmes géopolitiques. En quelque sorte, le Covid a servi de réceptacle à tous ces thèmes. Alors, très rapidement, parce que le temps passe très vite, ne serait-ce qu'à décrire l'ampleur du phénomène, il me semble qu'il y a la conjonction de plusieurs phénomènes. Alors d'abord, ce phénomène de mélange, d'amplitude de la crise qui couronne toutes ces années où la question des fake news et de la désinformation sont devenues prédominantes politiquement, idéologiquement et géopolitiquement. La deuxième dimension, c'est une crise de l'autorité scientifique. Alors, une crise de l'autorité scientifique, la science, elle cherche des preuves. La science, elle est dans le doute et par définition la recherche d'arguments vérifiables. Donc elle a parfois un discours hésitant de type on ne sait pas, on va vérifier, il y a peut-être une corrélation, c'est pas forcément une causalité, on verra, etc. Et tout ça, évidemment, a produit un effet de panique et de refus de croire les experts qui, par ailleurs, se succèdent pendant des heures sur les plateaux des chaînes de télévision pour tenir des discours qui parfois se contredisent, voire pour s'engueuler et s'accuser en se traitant de noms d'oiseaux. Donc il y a un phénomène extrêmement important de scepticisme face à l'autorité du discours scientifique, lié évidemment au scepticisme face à l'autorité du discours politique. Particulièrement en France, je n'aurais pas la cruauté de rappeler quelques discours contradictoires sur les masques dangereux, les tests qui ne servent à rien, nous sommes prêts, pas un bouton de guêtre ne manque, etc., etc. Il y a une dimension internationale dans tout cela. Le virus est venu de Chine, même s'il y a des théories qui attribuent la chose tantôt au pangolin, tantôt à un autre animal, tantôt à des manipulations secrètes dans le laboratoire de Wuhan. Et la Chine a manifesté
une intention très nette, à la fois de se défendre de ces accusations et, profitant du chaos américain et européen, d'étendre son soft power, son pouvoir d'influence, en montrant que c'était un pays efficace, qui maîtrisait très vite la pandémie et qui même envoyait des spécialistes aider l'Italie, par exemple, que l'Union européenne était incapable d'aider. C'est une vieille technique qui s'appelle la diplomatie publique, donner la meilleure image de son pays, accroître son soft power, son influence. Évidemment, tout ça a provoqué des réactions. Dans une moindre mesure, on retrouvera une certaine réceptivité de sites russes ou situés sur le territoire russe à ces théories, mais ils seront beaucoup moins actifs et donc il va y avoir une dimension géopolitique dans cette affaire. Les États-Unis, en particulier depuis la prise depuis l'intronisation de Biden, ayant une longue tradition alimentée par leur think tank de stratégie de lutte contre une désinformation qui viendrait forcément des pays non démocratiques. Donc la dimension géopolitique de l'établissement de la vérité, que ce soit sur l'origine du virus, ses remèdes, sa gravité, ce qui marche, etc., est important. Il y a évidemment une dimension technologique, puisque les réseaux sociaux ont servi à cette explosion, et chacun ne recevant plus une information verticale qui descend, comme autrefois, par la première page des journaux ou par la radio, chacun peut être émetteur, créateur de sa théorie, peut recommander une thèse, s'y attacher, la faire évoluer. Il y a des possibilités de tricherie incroyables. Les hackers ont énormément profité de la pandémie et de la panique pour tricher. Donc, les réseaux sociaux donnent en trichant avec des trolls ou avec des éléments truqués ou de bonne foi, donnent un champ d'extension invraisemblable à ces thèses douteuses, au scepticisme à l'égard du discours officiel et à ce que nous avons défini comme le complotisme. Il y a un autre élément qui est, tout ça, ça n'est pas la faute des méchants qui essaient de nous intoxiquer ou des réseaux sociaux qui feraient baisser notre vigilance. Nous sommes aussi, notre cerveau a beaucoup d'imperfections. Il nous pousse à adopter des croyances de façon naïve. Nous avons ce que l'on appelle des biais cognitifs, des manières de mal interpréter la réalité, et c'est particulièrement facile de se tromper, de mal interpréter de façon irrationnelle quand on est devant un cas où il y a des corrélations entre des phénomènes mal connus ou des discours scientifiques pas très déterminés sur des événements futurs. Donc, n'accusons pas les méchants, que ce soit les méchants russes ou les méchants hackers ou les méchants obscurantistes qui nous intoxiqueraient. Retournons-nous aussi vers nous-mêmes, faisons notre mea culpa et demandons-nous si nous n'avons pas une certaine appétence pour ce genre d'informations. Et enfin, il me semble que là, nous sommes devant un phénomène d'hybridation de tous ces facteurs historiques, techniques de falsification, fragilité de notre raison, intérêts politiques et géopolitiques, qui font que, effectivement, tout ça fait en quelque sorte monter une gigantesque mayonnaise en période de panique. Et le documentaire qu'on citait, Hold Up, qui a été vu par des millions de gens, était un exemple en quelque sorte de ce millefeuille de toutes les théories. Alors, pour terminer dans un temps acceptable, bien entendu, il existe des solutions. Tout le monde les énonce. Il y en a qui cherchent des solutions dans la législation, mais au risque d'encourager des atteintes à la liberté d'expression. Tous les médias,
classiques mainstream se dotent de services de fact-checking, d'abord parce qu'ils sont probablement de bonne moralité, ensuite parce que c'est leur intérêt de prouver qu'ils sont capables de vérifier l'information. Il y a énormément d'ONG qui essaient de décrire ce phénomène, de l'analyser, des centres de recherche, on en est au moins 2 à avoir parlé jusqu'à présent, à participer à cette activité. Par ailleurs, il y a le fait que les internautes eux-mêmes ont une grande gratification à découvrir des informations fausses et à les dénoncer. Donc, en fait, les thèses complotistes et les informations fausses, il faut quand même signaler ce fait, ont une durée de vie ou une durée de vie secrète avant d'être signalés, qui est extrêmement faible, parce qu'ils vont très vite être débunkés, comme on dit, fact-checkés, dénoncés. Une des parties du problème est purement quantitatif. C'est le fait qu'il y a ces milliers de fausses informations et que ça prend un temps énorme de les démonter, alors que d'autres seront nés dans le temps où on aura repéré l'élément précédent. C'est ce qu'on appelle, je crois, la loi de Brandolini, qui dit qu'il faut énormément plus de temps pour démonter une carabistouille, une foutaise, que pour la créer. Hein. C'est dit en termes argotiques comme ça, mais sur le fond, c'est assez... Et ça, c'est vrai. Et l'autre élément et sur lequel je voudrais revenir... Ne soyons pas des méta-complotistes, des complotistes du complotisme, ou ne cherchons pas uniquement des causes extérieures et malignes à notre propre faiblesse, et essayons de réapprendre des vieilles techniques que les Grecs expliquaient il y a 2500 ans pour mener notre raison de façon droite et éviter de nous faire tromper par des forgeries, des tromperies ou des sophismes, comme il en existe tellement dans cet énorme marché cognitif, comme dit Gérald Bronner. Voilà, je vous remercie. Merci François-Bernard Huyghe. On reviendra vers vous dans le débat. Je vais maintenant donner la parole à Philippe Breton, professeur à l'Université de Strasbourg en psychologie et administrateur national de la Croix-Rouge française. Bien, merci. Je vais m'éloigner un petit peu des réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils nous hypnotisent. Pour comprendre le phénomène, je vais essayer de m'intéresser un peu plus aux gens, aux personnes qui diffusent ces fausses informations, et puis aussi au statut épistémologique des informations qui sont ainsi diffusées. Oui, pas s'hypnotiser sur les réseaux sociaux parce que ça a été souligné, c'est pas juste pour faire des rappels historiques, pour faire cultiver, mais il faut quand même dire que ce phénomène est un phénomène ancien. Des exemples ont été donnés, je vais en donner 2 autres pour montrer que les conséquences dramatiques des fausses informations ne dépendent pas du support technologique. L'exemple le plus ancien qu'on connaît de fausses informations, c'est une lettre que le roi de Byblos envoie au pharaon pour lui dire « Écoute, on est assiégés là, mais ceux qui nous assiègent vont essayer de te faire croire qu'il y a une épidémie de peste pour que tu n'envoies pas tes troupes. Donc ne les crois pas. » Donc on voit bien qu'on est là dans, je dirais, une pratique courante qui n'a pas besoin de support technologique très sophistiqué. Une tablette comme ça, on envoie, ça a des conséquences très importantes. L'autre exemple qui nous concerne beaucoup à Strasbourg, parce que c'est quelque chose qui est, je veux dire, extrêmement cruel dans l'histoire de notre ville, là aussi lié à l'épidémie, le 14 février 1349, une fausse information circule dans la ville, puisque la peste approche, qui dit que ce sont les Juifs qui empoisonnent les puits. C'est du bouche à oreille. Il n'y a pas besoin d'immenses réseaux technologiques pour que cette fausse information ait des conséquences absolument dramatiques, puisque l'essentiel de la communauté juive, 2000 personnes, ont été brûlées vives pour empêcher, entre guillemets évidemment, qu'ils empoisonnent les puits. Donc, encore une fois, ce n'est pas le support technologique qui fait l'ampleur du phénomène. Il y a d'autres choses qui sont en ligne de compte.
Et moi, je plaide depuis longtemps pour qu'on ne s'hypnotise pas sur les réseaux sociaux et qu'on aille sur le terrain. Parce que les réseaux sociaux, il y a une facilité. Je veux dire, on les regarde, on fait des statistiques, mais il faut aller voir le terrain, il faut aller voir les gens, il faut aller voir les hommes, il faut aller voir de quoi ils parlent. Parce que beaucoup de ces fausses nouvelles ne passent pas par les réseaux sociaux. Ils passent par des voies que nous ne connaissons pas, mais qui sont des voies intenses. C'est le repas de famille, c'est les relations amicales, c'est l'apéritif au bistrot quand on pouvait encore prendre des apéritifs. C'est beaucoup là que ça passe. Et moi, j'aimerais bien qu'on fasse un peu une fois le poids entre les réseaux sociaux, ces choses virtuelles qu'on regarde, et puis la vraie discussion qu'on peut avoir avec la famille, avec d'autres, où là, les informations qu'on diffuse ont un sens, vous positionnent par rapport aux autres. Donc, je décalais un petit peu le regard. Alors, c'est sûr qu'on manque beaucoup d'enquêtes de terrain pour comprendre ces phénomènes de fausses informations, leurs conséquences réelles. La sociologie, actuellement, elle a d'autres priorités que comprendre les vrais phénomènes sociaux. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'est vrai que les reportages médiatiques ne nous aident pas beaucoup parce qu'il y a la limite du reportage médiatique. Il y en a de très bons, j'en ai lu un cette nuit encore, sur les diffuseurs de fausses nouvelles aux États-Unis, bon, qui arrivaient à comprendre les choses parce qu'ils écoutaient les gens. Ils écoutaient pourquoi les gens... Ils écoutaient sans mépris, ils écoutaient sans jugement de valeur, sans approche morale. Ils disaient, ben voilà, les gens diffusent des fausses nouvelles, dites-nous pourquoi, dites-nous le sens que ça a pour vous, comment vous le faites. Donc, c'est comme toujours, hein, il faut écouter les gens pour essayer de comprendre un petit peu quelque chose. Et les réseaux sociaux, on ne peut rien écouter, on peut juste voir des choses. Alors, je vais m'appuyer sur une enquête qui n'a rien à voir avec les fausses informations, mais qui va nous y amener directement. Une enquête que j'avais menée avec mon équipe de recherche il y a une quinzaine d'années. On travaillait à l'époque sur les phénomènes d'oscillation entre l'abstention et le vote extrémiste. Vote extrémiste de droite comme de gauche. Et on travaillait sur ces phénomènes d'abstention massive et puis sur le fait que des personnes de temps en temps votaient extrémiste, mais la majorité du temps s'abstenaient. Donc c'est un phénomène qu'on avait essayé de comprendre. Donc on avait fait une enquête de terrain, on avait essayé d'écouter les gens dans différents milieux, enfin les caractéristiques classiques de l'enquête de terrain. Et on avait sorti de cette enquête la notion qu'on avait appelée à l'époque, c'était assez nouveau à l'époque, de sécessionnisme. C'est-à-dire il y avait des populations qui étaient en sécession. C'est-à-dire il y a une fente qui s'opérait dans le social. Ces personnes s'estimaient en rupture par rapport aux autres, se reconnaissaient eux collectivement, et ce sécessionnisme, ces sécessionnistes, se caractérisaient par la rupture de confiance radicale. Ça a été souligné plusieurs fois à juste titre, envers les institutions politiques, religieuses, éducatives, judiciaires, médiatiques. Il y avait une perte de confiance généralisée. Alors on avait cherché à comprendre le paramètre qui rassemblait un peu ces personnes. Alors, je cite cette enquête parce que ça a un lien évidemment direct avec ce qu'on va dire, puisque la perte de confiance globale, ça veut dire qu'on n'a plus de savoir sur le monde, puisqu'on ne croit plus dans le savoir sur le monde, puis la culture, elle a horreur du vide, donc il se recompose un savoir sur le monde, mais qui est un savoir évidemment en rupture. On avait trouvé une petite chose très intéressante dans l'enquête de terrain, quand on cherchait à comprendre cette perte de confiance, elle était directement et inversement corrélée à un facteur qu'on avait glissé dans l'enquête sans y croire, parce que quelqu'un nous avait dit « va voir là, il y a peut-être quelque chose », qui était l'intensité du déplacement physique des personnes. On avait posé des questions en disant « combien de fois par an allez-vous à la ville ? Combien de fois allez-vous ailleurs dans la région, en France, à l'étranger ?» Donc on avait un indicateur de la capacité des personnes à se déplacer. Et alors là, c'était les résultats les plus probants de l'enquête. La perte de confiance envers les institutions était directement corrélée au fait que les gens ne voyageaient pas. Moins ils voyageaient, plus ils perdaient confiance. Plus ils s'abstenaient et votaient pour des partis extrémistes dans ce jeu de balancier que j'ai évoqué tout à l'heure. Alors, c'est vrai que ça a été rappelé tout à l'heure, très, très justement, quand on regarde les réseaux sociaux, on voit bien qu'il y a une grande proximité entre les auteurs. Alors, pour dire que ces positions abstentionnistes ou extrémistes, il n'y a pas de marquage idéologique. Hein. C'était l'époque où nous, on avait dit 40% des gens votent pour le Front National, ou indifféremment pour la France insoumise, parce qu'on mesurait aux élections qui passaient de l'un à l'autre. Ça veut dire que c'était une adhésion de rupture qui n'était pas marquée idéologiquement, même s'il pouvait y avoir quelques-uns qui étaient sur des positions très idéologiquement marquées, mais c'était une minorité. Et donc on voit bien sur les réseaux sociaux qu'il y a une proximité entre des comptes qui sont sans marquage idéologique fort, affirment des positions extrémistes,
sur le plan politique, même s'ils récuseraient eux le terme de politique, et puis les auteurs de fausses informations de toute nature, hein, tous les énoncés que vous avez rappelés tout à l'heure. Moi j'aime bien La Lune est creuse, hein, c'est mon préféré. C'est mon préféré parce qu'il est un peu poétique au fond. Hein. La Lune est creuse, il y a toute une série de gens qui défendent l'idée que la Lune est creuse. Mais c'est pas le fait que la Lune est creuse qui est important, c'est qu'on nous le cache et qu'eux le révèlent. Donc on voit déjà la question du statut épistémologique du savoir qui est diffusé ainsi. La Lune est creuse, ça satisfait une rêverie. Hein, quand vous regardez la Lune, c'est pas mal de s'imaginer qu'elle est creuse. Mais est-ce que c'est le fait que la Lune est creuse qui est le plus important, ou plutôt le fait qu'on nous le cache? D'où mon hypothèse, alors je reviens sur les sécessionnistes, d'où mon hypothèse, c'est une approche qu'on pourrait faire pour essayer de faire une cartographie des personnes qui diffusent les messages. Moi, je ne m'intéresse pas aux sites. Les sites qui construisent des fausses informations, c'est très bien, mais s'ils n'avaient pas de public, ils seraient complètement marginaux. Donc le phénomène intéressant, ce n'est pas les sites. Chacun peut faire des élucubrations. Alors, depuis de tout temps, il y a des élucubrations de ce type-là. La question, c'est pourquoi des personnes reprennent ces propos à leur compte, en parlent autour d'eux, les diffusent. S'il n'y avait pas les diffuseurs, les auteurs resteraient dans leur coin bien tranquillement anonymes. Donc mon hypothèse, c'est que ce sont essentiellement les publics que moi j'ai appelés sécessionnistes, et on pourrait en faire la cartographie sociale, mais encore une fois, sans stigmatisation ou sans mépris, hein, la question elle n'est pas là, mais on pourra en faire la cartographie en prenant la carte des abstentionnistes et du vote extrémiste non marqué idéologiquement. On retrouve une partie de notre population qui est précisément, j'en fais l'hypothèse, une population qui est très diffuseuse de ce type de nouvelles. Deuxième point, le statut épistémologique des fausses informations. Moi, je crois qu'on fait un contresens. On fait un contresens qui nous empêche de voir les choses. On fait un contresens quand on aborde la discussion d'énoncés comme la Lune est creuse, ce qui a été rappelé tout à l'heure, le vaccin nous injecte des nanoparticules qui permettront de nous tracer. Nous cherchons à rapporter ces énoncés à la question de la preuve. Et nous disons, tout à fait rationnellement, mais cet énoncé n'est pas prouvé, donc il n'est pas vrai, c'est une fausse information. Et on conclut que la Lune est creuse, on conclut sèchement qu'il n'y a pas de preuve à l'appui de ces énoncés, donc ils sont faux. Et le contresens, c'est de dire, nous, on va remettre de la vérité là-dedans. D'où la prolifération de toutes les instances de police épistémologique, hein, les trackers de fake news, le fact-checking, les décodeurs en sous-genre, hein, ça a beaucoup fleuri. Je me demande à quel point ils n'alimentent pas, comme ça a été dit tout à l'heure, la théorie du complot, c'est-à-dire qu'on n'est pas complotiste avec la théorie du complot. Nous, on suppose, c'est là qu'est le contresens, on suppose que les diffuseurs de fausses nouvelles sont intéressés par la question de la preuve. Et qu'on peut donc les coincer sur ce terrain-là. Nous croyons à la preuve, hein, dans ce sens-là, on a des croyances. Parce que quand c'est prouvé, on y croit. Ceux qui sont en sécession, les sécessionnistes, qui sont en sécession par rapport aux tenants d'une approche rationnelle, ceux qui n'ont aucune confiance dans le discours officiel des différentes institutions, moi je fais l'hypothèse qu'ils ne croient pas plus à ce qu'ils disent au sens strict. C'est-à-dire qu'ils ne croient pas à leurs énoncés. C'est une proposition forte, mais je crois qu'ils n'y croient pas. Quand ils disent la Lune est creuse, c'est pas tellement le problème que la Lune soit creuse, je l'ai dit, mais la principale pertinence, l'intérêt de diffuser des fausses informations et de se présenter, d'être socialement celui qui est en rupture avec le savoir officiel, celui qui se positionne socialement en rupture avec les institutions. Et donc, le statut épistémologique des fausses informations, au fond, il n'y a pas de statut épistémologique, parce que les fausses informations ne sont pas un savoir, c'est l'affirmation d'un positionnement social de rupture, l'affirmation tranchée d'une sécession par rapport à l'ordre établi. Allez sur le terrain. Succès garanti pour l'oncle, à table, dans la réunion de famille, qui va dire « Moi, je ne me ferai pas vacciner, et je vais vous dire pourquoi. » Voir l'énoncé plus haut sur les nanoparticules, tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si quelqu'un croit aux nanoparticules. D'ailleurs, en général, il ne sait pas ce que c'est que les nanoparticules. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que l'oncle, là, il a une existence sociale. Il se positionne en rupture.
Même chose à Strasbourg, on a une curiosité, enfin, comme partout, il y a des manifestations tous les samedis de gens qui ronronnent un peu en disant nous sommes opposés à une loi que tout le monde a oubliée, même le gouvernement, mais enfin, ils manifestent tous les samedis. Voilà, moi j'ai été une paire de fois pour voir. Et il y a une oratrice qui prend la parole tous les samedis à 14h pour expliquer ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire le monde est gouverné par des pédophiles satanistes, etc. Alors, c'est pas grave qu'elle dise ça, je veux dire, à la limite, on s'en fiche. D'abord, je veux dire, c'est une oratrice qui se pose là. Je veux dire, là, elle prend une existence par rapport aux syndicalistes ronronnants. Elle, on l'écoute. Et elle a une écoute. Je veux dire, là, il y a un phénomène social qui se passe. Est-ce que c'est dépendant du contenu de ce qu'elle dit? Est-ce que les gens croient effectivement qu'il y a des pédophiles, des satanistes? Moi, je ne suis pas sûr vraiment que ce soit ça qui soit important, mais moi, je vois le public attentif, les manifestants attentifs. D'abord, c'est un discours de rupture par rapport au discours syndicaliste habituel, ça ronronne pas, enfin, quelqu'un qui dit quelque chose, c'est formidable, tu as le courage de parler, etc. Bon, bref, elle a maintenant un statut social dans la cité du fait qu'elle ait tenu ce type de discours. Alors voilà, simplement ce que je voulais dire. Je crois que l'oncle qui veut pas se faire vacciner pour les nanoparticules, je crois qu'il ne croit pas tant que ça à ce qu'il dit. Et c'est pour ça que vous avez souligné tout à l'heure que la durée de vie d'une fausse information, elle est courte. Ben oui, elle est courte parce que l'oncle, la lune est creuse, il peut changer de pied très rapidement. Parce que le contenu de l'énoncé n'importe pas. Il peut dire demain, ah non, non, elle n'est pas creuse, ça c'est autre chose, c'est un tel qui dit ça. Non, non, elle est hautement radioactive. Bon, voilà, il tombe sur un autre énoncé. Alors vous avez une illustration magnifique de ce changement de pied très rapide des fausses informations qui montrent que la question de l'enracinement dans la preuve est une question qui n'est pas pertinente. C'est ce qui s'est passé au moment de l'attaque du Capitole. Au moment de l'attaque du Capitole, bon, il était à peu près clair qu'on voyait qui attaquait le Capitole. C'est pas vraiment, fallait pas avoir fait Sciences Po pour voir qui était là. Bon, en 24 heures, une série de réseaux sociaux sécessionnistes américains ont fait circuler l'information selon laquelle c'était un montage de l'extrême gauche et que c'était l'extrême gauche qui avait investi le Capitole pour provoquer une réaction. On voit bien là que, encore une fois, les fondements qui, pour nous, sont des fondements extrêmement précieux, nous sommes croyants, hein, nous sommes des croyants rationnels, nous attachons de l'importance à la preuve. Je crois qu'encore une fois, on fait fausse route si on va sur le terrain en disant « Oui, mais je vais t'assurer, écoute, je vais te convaincre, toi, l'oncle, que la Lune n'est pas creuse, ou que les nanoparticules... » D'ailleurs, c'est sans espoir. C'est sans espoir, puisque vous renforcez sa position, qui est une position de rupture, et lui, l'oncle, il va pouvoir dire dans la famille, vous voyez, moi, c'est moi qui sais les choses, c'est moi qui suis en rupture, finalement, c'est moi le patron. J'ai repris en main quelque chose de l'ordre de mon destin, et je vous propose de me suivre dans cette affaire-là. Et là, il n'est plus question de lune creuse ou de particules, là, tout le monde s'en fiche. C'est évidemment d'autre chose qu'il s'agit. Alors, je termine juste par une petite observation que j'ai faite en préparant ce travail. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, elle est un peu à l'arrache, comme on dit. Mais en regardant, en faisant une petite approche comme ça, un petit angle psycholinguistique sur le contenu de ces informations, on voit que le mécanisme de fabrication, alors il y a une apparente complexité, il y a un foisonnement, il y a un imaginaire. C'est absolument fabuleux d'ailleurs du point de vue de l'imaginaire. Hein. Si on avait un petit peu d'humour et qu'on regardait ça comme de la poésie, je trouve qu'il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes. Sauf évidemment les propos racistes, etc. Bon, mais ça c'est autre chose. Mais la Lune creuse, voilà, moi je regarde la Lune différemment depuis que j'ai lu cette fausse information. Il y a un imaginaire qui est là. Bref, en tout cas, le mécanisme de fabrication des fausses informations, derrière leur apparente complexité, je me demande s'il n'y a pas un mécanisme simple qui en facilite grandement la diffusion, car les fausses informations sont souvent l'exact inverse des vraies informations. Il y a un mécanisme d'inversion, un mécanisme de négativité qui est à peu près systématique. La Lune est creuse, ben ça s'oppose tout simplement à la Lune pleine. Vous pensez que la Lune est pleine? Ben non, c'est l'inverse, elle est creuse. Vous pensez que le vaccin guérit? Non, non, le vaccin va vous tuer. J'étais avec la Croix-Rouge faire monter l'accueil dans un centre de vaccination il y a 2 jours à Kirch. Et on a croisé, discuté avec une personne âgée qui était là et qui se plaignait. Alors bon, on engage le dialogue, on discute. Et puis il nous dit, ils veulent me tuer, ils veulent me tuer. Alors je dis, mais qui est-ce qui veut vous tuer? Il dit, les médecins veulent me tuer, quoi.
Bon, mais pourquoi ils veulent vous tuer? Ils me font faire des exercices. Bon, alors on voit bien, je veux dire, c'est le négatif, quoi. C'est le négatif. D'ailleurs, il n'y croyait pas tellement, il était quand même bien content de faire ses exercices. Mais enfin, ça vous pose un homme quand même de vous répandre dans les couloirs d'un hôpital en disant les médecins veulent me tuer. Là, je veux dire, là, ça vous pose un homme. Donc voilà, je voulais décentrer un tout petit peu la question par rapport aux réseaux sociaux et encore une fois remettre un petit peu d'humain là-dedans, parce que dans les réseaux sociaux, il n'y a pas d'humain, il y a du virtuel qui circule. Je crois qu'il faut aller voir les gens, les écouter et voir au fond pourquoi ils en sont dans cette position que nous, on trouve évidemment une position dont ils pourraient un petit peu bouger. Un grand merci Philippe Breton de cet éclairage stimulant. Aurélien Benwalid, tu as la parole. Alors tout d'abord, c'est pas tous les soirs la pleine lune. Alors, si c'est pas tous les soirs la pleine lune, peut-être qu'on nous cache quelque chose. Il y a déjà beaucoup de choses très brillantes qui ont été dites jusqu'à maintenant. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ce que je sais faire peut-être de mieux, c'est-à-dire le médecin. Et je vous propose une méthode un peu particulière pour explorer le champ des fake news, qui est la méthode qu'on appelle anatomoclinique. Alors anatomoclinique, on a un patient, il avait des symptômes, il est mort, on le met sur une table d'opération et on regarde un petit peu ce qui s'est passé à l'intérieur pour essayer de comprendre. Alors le patient, c'est la société, je vous rassure, elle n'est pas vraiment morte, mais c'est pour l'image. Donc le patient, c'est la société, le symptôme, c'est les fake news. Bon, je pense qu'on est relativement d'accord pour dire que les symptômes existaient déjà depuis un certain temps. Ils ont été exacerbés par la crise Covid, comme ils peuvent être exacerbés par les élections américaines. Et donc, on va partir du postulat qu'en fait, le patient présente une maladie un peu systémique, une maladie un peu globale, et c'est ça qu'on va essayer d'explorer. Donc, je vous propose que l'on mette des gants, des lunettes, du menthol sous les narines, parce que je vous préviens, ça sent pas toujours très bon, et qu'on essaye d'aller fouiller un peu dans les entrailles de la bête pour essayer de comprendre un peu mieux de quoi il s'agit. Alors, je suis obligé d'en passer par des définitions. Bon, les fake news, elles nous disent quelque chose de la société et de son rapport à la vérité. Le fake, de fake news, je ne suis pas très bon en anglais, mais c'est le faux, donc ça s'oppose au vrai. Et même si c'est quelque chose de tout à fait trivial, il me semble que c'est très important de bien définir les termes. Et je ne sais pas si vous avez déjà essayé de chercher ou de compulser dans des encyclopédies, dans des livres, la différence entre la vérité et la réalité. Mais c'est parfois très ardu, surtout quand la religion s'en mêle, comme c'est bien souvent le cas. Donc en fait, je vais commencer tout d'abord par essayer d'explorer ce que c'est que la réalité. La réalité, c'est ce que serait le monde indépendamment de l'observateur, quel qu'il soit. En fait, vous n'êtes pas sans savoir que ce que nous percevons du monde n'est en aucun cas la réalité. La mouche va voir le monde de manière très différente, que ce soit en termes de couleurs, de contraste, mais aussi à son échelle. Il y a de très bons livres qui nous mettent un petit peu dans la peau de d'autres animaux pour voir comment le monde peut paraître différent. Mais en fait, on ne perçoit pas du tout le monde de la même manière, même au sein d'une même espèce. Pour dire les choses très simplement, c'est comme si on regardait le monde avec des lunettes qui sont extrêmement complexes et extraordinairement déformantes, qui nous permettent d'avoir un certain nombre d'éléments sur le monde, mais ces éléments sur le monde ne sont pas le reflet de la réalité, ils sont le fruit de notre perception, d'une analyse, c'est-à-dire qu'on reçoit des informations, que ce soit par la rétine, que ce soit par les ondes mécaniques sonores qui arrivent jusqu'à notre oreille interne. Et tout cela est traité de manière décalée dans le temps et de manière à ce que cela soit rendu intelligible pour l'être humain. Alors figurez-vous qu'on cherche parfois à ôter ses lunettes, ou en tout cas on essaye d'en réduire au maximum le caractère déformant. Et je pense que, en tout cas à titre personnel, j'ai jamais trouvé de meilleure définition de la science. La science, c'est finalement ce qui permet d'essayer d'observer le monde avec le moins de biais, on a parlé de biais avant, mais avec le moins de déformations possible, sachant que ces déformations, elles s'exercent à de très nombreux niveaux et qu'effectivement, entre deux personnes, on peut percevoir le monde très différemment, alors pas forcément en matière de couleur ou de contraste, mais en termes de perception du monde. Donc, la science, finalement, c'est la moins pire manière qu'on a trouvée d'essayer d'accéder à une forme de la réalité, mais ça n'est jamais, bien évidemment, l'exact reflet
de la réalité. Alors maintenant qu'on a défini, c'est ma définition, je vous l'accorde, mais au moins on s'accordera sur les termes. Une fois qu'on a défini la réalité, et du coup un petit peu la science aussi, eh bien on va essayer de définir la vérité. Mais là, c'est beaucoup plus complexe, parce que la vérité, c'est beaucoup plus subjectif, et là aussi, c'est probablement tout à fait propre et relatif à chaque individu. Donc, dans l'absolu, la réalité, elle est universelle, elle est absolument immuable, mais par contre, la vérité, c'est beaucoup plus sensible, beaucoup plus fragile, beaucoup plus labile, à tel point qu'aujourd'hui, on en arrive effectivement à aborder un concept qui, moi, m'a toujours passionné, qui est le concept de post-vérité. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que la post-vérité, il y a plein de moyens de s'en rendre compte. Je vous incite à lire 1984, qui est une mise en abîme absolument extraordinaire de la post-vérité. Mais je vais quand même vous donner quelques exemples. Alors, la post-vérité, c'est encore différent des fake news, hein. Je dirais que celle qui est retenue souvent dans la littérature comme étant la première véritable post-vérité, ou à partir du moment où on a émis ce mot-là, c'est probablement lorsque Colin Powell a agité son petit flacon en disant « Voilà, j'ai la preuve que l'Irak dispose d'une arme de destruction massive ». Et donc ça, c'était déjà une première manière de dire, ben voilà, je dispose de la preuve, regardez-la, elle est matérielle, elle est entre mon pouce et mon index, et elle correspond à une vérité qui ne s'avérait pas être un reflet de la réalité, puisqu'on le sait actuellement. Je vous donne quelques autres exemples, c'est important d'étayer ça. Donald Trump est un excellent pourvoyeur de post-vérité. Alors je vous donne, moi, des exemples qui me font un peu sourire, hein. Vous disiez des choses qui font sourire, ça je trouve que c'est quand même très rigolo. Vous le connaissez peut-être, la Trump Tower, vous en avez peut-être tous déjà entendu parler, qui est au 725 de la 5e avenue. Eh bien, la Trump Tower est un gratte-ciel de 58 étages. Voilà, c'est factuel, c'est-à-dire que la réalité, c'est que le gratte-ciel fait 58 étages. Bon, par contre, si vous rentrez dans l'ascenseur, hein, et que vous voulez aller voir Donald Trump qui se situe tout en haut, alors vous regardez les numéros qui sont indiqués, donc il y a 55, 56, 57, 68. Donald Trump a décidé que sa tour, elle faisait 68 étages et qu'elle ne faisait pas 58 étages. Alors vous avez bien compris que dans la réalité, la tour, elle fait que 58 étages. La réalité, elle est relativement immuable et même si on l'aperçoit de manière un peu différente chacun, on a quand même des éléments pour dire que la tour, elle fait 58 étages. Eh ben non, il a décidé d'un commun accord avec lui-même que la tour allait faire 68 étages. Bon, il en va de même, alors je ne suis pas un grand politologue américain, mais de ce que j'en sais, il a quand même annoncé que l'élection était truquée et que donc ça n'était pas recevable, et quand même c'était la personne la plus suivie sur Twitter au monde, hein, donc il n'a pas peur, hein, il le dit. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça, c'est-à-dire que d'un commun accord avec lui-même, encore une fois, il a décidé que l'élection était truquée et que finalement, il n'y avait pas de raison supplémentaire ou d'argument à donner parce que c'était sa vérité, et c'est pas pour rien que le gouvernement américain avait d'ailleurs parlé de ce qu'on appelle des faits alternatifs. Là aussi, en termes de poésie, on est quand même, on touche à quelque chose d'absolument extraordinaire. Dans les choses plus récentes, si tant est que ça c'est pas déjà pas très vieux, hein, on peut parler de l'hydroxychloroquine. Bon, bah l'hydroxychloroquine, ça marche pas. Non, ça marche. Non, mais regardez les résultats. Les résultats, c'est que ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, on a refait. Ah non, ça marche. Bon. Eh bien, disons, on continue sur la même ligne, d'un commun accord avec soi-même, et on communique sur les réseaux sociaux pour dire que ça marche. Alors, ça n'est pas seulement du ressort de la communication dans les médias. Moi-même, je suis donc médecin, neurologue, et il m'arrive, notamment ces derniers temps, de discuter de vaccination avec mes patients, parce que ça fait partie de mon travail, que je suis convaincu que le vaccin est une nécessité chez certains patients fragiles, et donc forcément, je m'attelle à l'expliquer. Donc les patients viennent me voir, je leur demande, est-ce que vous allez vous faire vacciner ? Ils me disent, ah non, surtout pas, surtout pas. Et là, qu'est-ce que je fais ? J'essaye d'user de toute la pédagogie que mes parents m'ont appris et que j'ai appris également à la faculté de médecine. J'essaye vraiment de passer du temps à leur expliquer avec des arguments raisonnables, c'est-à-dire que j'essaye de leur dire ô combien ça a été bien ficelé, ô combien le rapport entre le bénéfice et les risques. Donc j'essaie vraiment d'aller sur le plan de la rationalité. Et parfois, on peut passer 20 minutes, 25 minutes d'un échange un peu houleux, où à la fin, le patient hoche la tête pour dire oui, mais quand même non. Quand même non, pourquoi ? Impossibilité de donner une réponse valable, mais simplement, c'est quelque chose qui est très ancré
pour lui, la vérité, c'est que bien évidemment, les laboratoires ont fait ça par-dessus la Manche, que ça a été fait beaucoup trop rapidement, que c'est dangereux, qu'en plus ils ont regardé Hold Up à la télé, et qu'en plus ils savent très bien qu'à l'intérieur on met d'aluminium, des particules d'aluminium, peut-être même une puce, allez savoir, et que moi pas du tout, je tiens à ma santé et je préfère mourir de la Covid que d'être vacciné. Donc là vous voyez bien que le patient, alors c'est ça que je suis un tout petit peu en désaccord avec monsieur Breton à côté, c'est-à-dire que le patient, il y croit. C'est pas une posture. Alors, bien sûr, j'entends la finesse de ce que vous dites et c'est très intéressant. Ça lui donne une existence d'être dans cette posture-là, mais quand même, cette posture va jusqu'à lui faire prendre un risque pour sa propre vie. Donc, en tout cas, il y croit. On a l'impression qu'il y croit, même si lui ne sait pas qu'il y croit pas et en fait, il pense que c'est une posture. Tout donne à croire que lui-même est absolument convaincu de ça. Donc, ça veut dire que mon discours à moi, qui est un discours scientifique, et la science, on l'a vu dans les tables rondes précédentes, elle cultive le doute, donc je ne vais pas dire jamais que le vaccin est absolument sans risque, c'est pas le cas avec n'importe quelle molécule, mais ce qui est sûr, c'est que mon discours scientifique, même s'il il va plutôt dans le sens de l'empathie et de la bienfaisance envers mon patient, il ne fait pas le poids face à un film comme Hold Up qui va utiliser des travelling avant, des travelling arrière, de la musique, du suspense, la saturation de l'ensemble des sens du patient, avec bien évidemment comme expert principal le chauffeur de taxi. Ces exemples-là, je pourrais vous en donner encore au moins 100, mais je pense que ça vous embêterait un peu, donc je vais m'arrêter là. Mais tout ce qui est du ressort de l'industrie pharmaceutique, juste 68, voilà. Donc voilà, ça pose la question, et c'est quand même important de savoir finalement de quoi a besoin l'être humain. Est-ce que l'être humain il a besoin qu'on lui explique la réalité, ou est-ce que l'être humain il a besoin d'avoir accès à une forme de vérité? Je crois que je suis assez d'accord avec mes collègues avant. Le discours scientifique dans lequel il y a une forme d'incertitude, eh ben dans certaines situations, il est pas recevable. Finalement, on préfère parfois une bonne vérité qu'une mauvaise réalité. Et je vous engage d'ailleurs à lire l'Anomalie, le dernier Goncourt, qui explore un petit peu ce pan-là. Donc toujours dans la méthode anatomoclinique, maintenant on va émettre un certain nombre d'hypothèses pour essayer de savoir pourquoi est-ce que la société et les individus appartenant à cette société réagissent de cette manière. Alors, j'ai bien évidemment pas la réponse, elle est multiple. Hein. Un premier élément, c'est qu'effectivement la science, elle a énormément évolué au cours de ces 100 dernières années. Hein. Ça a fait sur l'être humain un effet de centrifugeuse. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, ça a commencé effectivement par Copernic. On a mis la Terre comme étant un satellite qui tournait autour du Soleil et pas l'inverse. Ensuite, un peu plus tardivement, c'est Darwin qui est venu. Alors attention, Dieu, tout ça, je sais pas trop. L'homme, il descend quand même probablement du singe, où il a des antécédents communs avec le singe. Au fur et à mesure, on a découvert l'atome, on a découvert la matière. Freud nous a dit on n'est peut-être même pas à l'intérieur de nous-mêmes, c'est peut-être pas nous-mêmes qui sommes aux commandes de nos propres pulsions et de nos propres envies, allez savoir. Puis aujourd'hui, on a encore une couche avec la mécanique quantique, où alors là, on ne sait même pas si la réalité tout court existe ou si c'est pas simplement un fait probabiliste. Donc effectivement, on a de quoi se sentir un peu négligé. On est un peu tombé de notre piédestal. Nous étions des êtres sacrés à l'image de Dieu et nous sommes devenus des insectes misérables sur un grain de poussière au milieu d'un univers 1000 fois trop grand. Donc je peux comprendre que ça soit un élément qui nous fasse avoir envie de nous raccrocher à quelque chose de plus important dans lequel il y a un sens. Parce que là aussi, la science, elle nous montre que finalement, il n'y a pas de sens, il n'y a de sens à rien. Ça met à mal le principe de causalité. Pourquoi nous sommes là? On n'est pas là forcément parce que on a été dans un dessein divin. On est là parce que c'est le fruit aussi du hasard. Et puis peut-être qu'il y a d'autres animaux qui sont là ailleurs sur une autre planète du fait du hasard. Et ça, c'est certainement un degré de complexité qui est très dur. Je vais terminer juste sur les quelques mécanismes qui sont également à l'œuvre. Moi, je pense quand même qu'il y a un rôle
très important de l'hyper-information, de l'hyper-médiatisation, de l'hyper-communication. Effectivement, la démocratie des crédules, je rejoins tout à fait Chine Labbé qui est un propos très éclairant, mais il y a quand même un certain nombre de mécanismes qui sont à l'œuvre. Internet, je ne vais pas revenir, si ce n'est que quand même juste sur les réseaux sociaux, il y a différents points qu'on appelle notamment la bulle de filtrage. La bulle de filtrage, c'est le fait que quand on consulte notre fil d'actualité sur les réseaux sociaux, on ne va voir que les propos qui vont aller dans le sens de ce qu'on croit, parce que c'est ainsi que les algorithmes sont faits. Et puis dans les réseaux sociaux, il y a aussi l'anonymat et l'impunité de tout ce qui peut être dit, qui là aussi doit faire l'objet, à mon sens, d'une prise en charge du patient un peu particulière. Ensuite, il y a un autre effet dont on a un petit peu parlé, que moi j'appelle l'effet leader-délire. Alors l'effet leader-délire, hier ça a été dit par M. Schneeweiss de manière très jolie en parlant de ces médecins qui avaient un hubris un petit peu élevé. Moi je vais être un peu plus franc du collier. Il y a vraiment des scientifiques et des médecins qui délirent complètement. Et ça, ils ne sont pas très fréquents, mais par contre, ils occupent une place médiatique très importante. Et quand effectivement un ancien prix Nobel ou un professeur de médecine bardé de diplômes jusqu'au front, eh ben effectivement, ils causent énormément de tort à l'ensemble de la communauté scientifique, tout simplement parce qu'ils sont des leaders d'opinion. Et quand un patient vient me voir en me disant « mais oui, mais c'est le prix Nobel qui a parlé de ça, vous imaginez, ça ne peut pas être faux. Comment est-ce que moi, je vais lui expliquer à mon patient que le prix Nobel, il a complètement déliré? C'est quand même difficile. Moi, je ne suis pas prix Nobel et je ne le serai jamais. Donc, c'est compliqué. Pour autant, c'est un fait qui existe aujourd'hui. Il y a des personnes qui s'expriment à la télé, probablement parce que la notoriété, c'est quelque chose qui rend fou. Et c'était Nietzsche qui disait que la certitude rend fou. Ce n'est pas l'incertitude, c'est la certitude qui rend fou. Donc ça, voilà, c'est compliqué. Il y a également un élément qui est le populisme. Alors, je vous donne un exemple, je ne vais pas citer de nom, mais c'est un professeur marseillais, me semble-t-il, qui lui cumule un peu les mandats. C'est-à-dire que d'un côté, il est leader, c'est-à-dire que c'est le plus jeune diplômé, qui a le plus de références, donc il a ce qu'on appelle en médecine une attitude haute, c'est-à-dire qu'on va lui faire confiance parce que c'est le meilleur et il ne se cache pas pour le dire. Voilà. Par contre, il a dans cette main-là, il a le côté leader très fort, mais alors dans l'autre main, et ça c'est vraiment un mélange qui est détonnant, il a des éléments populistes, c'est-à-dire il dit mais je suis comme vous. On ne me croit pas, on me muselle, on veut cacher la vérité parce qu'en fait il y a des conflits d'intérêts entre la molécule qui n'est pas dangereuse, qui n'est pas grave. Quand on a les deux dans la main, alors là on est sûr de faire un buzz très important. Et le dernier point sur lequel je terminerai, c'est que effectivement, j'en ai déjà parlé un peu hier, c'est aussi une faillite du journalisme. C'est-à-dire que l'ubérisation de l'information, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus besoin de carte de presse pour être journaliste, de la même manière qu'on n'a plus besoin d'être un parfait Parisien pour faire du taxi à Paris. Eh bien, du fait de cette accessibilité, de la mise à plat, de tout le monde a des avis qui peuvent se dire, et finalement, c'est à celui qui parle le plus fort qui va s'adresser à l'audience la plus importante. Eh bien, cette ubérisation de l'information, elle a des conséquences qui sont matérielles très nettes, notamment sur les journaux, qui normalement remplissent un rôle majeur pour la liberté, c'est-à-dire qu'en fait, ils donnent l'information. On ne peut être libre que si on a un accès clair à l'information. Or, aujourd'hui, la plupart des médias d'information ont du mal à faire leur travail parce que tout simplement, ils sont en compétition. Donc, ils ont dû virer du personnel, ils ont moins d'argent, ils travaillent de manière moins bonne, tout simplement parce qu'ils n'ont plus les moyens de le faire parce que la situation clinique du patient s'est aggravée. Voilà, je m'arrête sur ces quelques mots. Voilà, merci beaucoup. On a eu 4 interventions brillantes, mais un tout petit peu longues, donc on a pris du retard. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger le débat, dans le débat, la question des internautes. On les disséminera parmi les questions du modérateur. Il y aura aussi quelques questions d'internautes en même temps. Je voulais savoir si Chine Labbé voulait réagir aux choses qu'elle vient d'entendre.
Peut-être sur l'idée que les gens n'y croient pas. J'ai trouvé cette intervention très intéressante, mais effectivement, comme Aurélien Benwalid, malheureusement, je pense que beaucoup de gens y croient. C'est-à-dire que je suis d'accord que certains diffuseurs d'intox, certains créateurs d'intox, pardon, peut-être n'y croient pas et le font par opportunisme ou pour se trouver un positionnement, effectivement, se positionner en rupture. En revanche, je pense que si ces intox ont une telle popularité, c'est parce qu'elles marchent de manière plus vaste, elles touchent à un nombre plus large de gens, et parce que dans ce nombre de gens, il y a des gens qui y croient vraiment. Et je pense qu'il y a plusieurs éléments qui le prouvent. Il ne faut pas oublier que, par exemple, le Pizzagate, qui était cette théorie du complot selon laquelle il y avait en fait dans une pizzeria de Washington DC servait de devanture pour cacher un réseau pédocriminel de trafic d'enfants. Ça, les créateurs de cet intox, est-ce qu'ils y croyaient? Je n'en sais rien. On n'est pas dans leur tête, évidemment. En revanche, il y a une personne, il y a beaucoup d'internautes qui l'ont lu, qui l'ont vu partout et qui ont fini par y croire. Et ça a mené quand même une personne à se rendre dans cette pizzeria avec un pistolet pour chercher, avec un fusil, pour chercher au sous-sol les enfants. Dans le sous-sol, il n'y avait que des chaises. Et puis, cette personne, elle a fini arrêtée et emprisonnée. Mais elle y croyait vraiment. Elle n'aurait pas été chercher les enfants si elle n'y croyait pas. Le Capitole, il y avait beaucoup de gens au Capitole le 6 janvier. Je pense que parmi les manifestants, il y avait beaucoup de gens qui croyaient de manière très genuine, comme on dit en anglais, de manière très... ils y croyaient vraiment que l'élection avait été volée par les démocrates à Donald Trump, et ils espéraient en y allant qu'ils pourraient prouver ça et que Donald Trump finirait par être élu président. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui ont été sur cette histoire du Capitole et sur les théories du complot QAnon dont je parlais tout à l'heure, qui ont été très déçus, qui ont eu l'impression d'avoir été trompés, parce qu'en fait, ils se sont rendus compte que tout ça a été faux, que Donald Trump n'a pas été élu, effectivement, et que l'investiture, elle a bien investi Joe Biden. Et s'ils avaient été au Capitole, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils pourraient assister à l'histoire qu'on leur avait promise. Donc je pense qu'il faut se méfier parce que beaucoup de gens y croient et que le risque, c'est des vrais dangers dans la vie réelle, comme on dit, même si moi je pense que j'aime pas trop ce terme, parce que je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi la vie réelle, et que les réseaux sociaux, c'est des vraies conversations, c'est des vrais gens qui se parlent vraiment. Donc c'est pas juste des réseaux virtuels, c'est la vraie vie aussi pour beaucoup de gens, les réseaux sociaux. Et donc il faut se méfier des impacts que ça peut avoir, parce que les gens y croient. Et sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la santé, il y a beaucoup de gens qui refusent de porter le masque, qui mettent en danger leurs compatriotes parce qu'ils pensent que ça sert à rien de porter le masque, qui vont ouvrir leur restaurant et servir des plats à plein de personnes parce qu'ils estiment qu'on nous ment et que cette pandémie, elle n'existe pas. Donc voilà, je pense que je voulais juste apporter cette petite nuance, même si par ailleurs, je trouve toute l'idée de ce positionnement de rupture très intéressante et sans doute très proche de la réalité, pour utiliser le bon terme. Et non pas la vérité. Alors, on a une question en visio. Ce que je vais vous proposer, compte tenu du peu de temps qu'il nous reste et du nombre de questions que nous avons, c'est de formuler des questions courtes pour Nicolas qui est en visio, et peut-être aussi de faire des réponses courtes pour nos intervenants. Comme ça, on pourra balayer peut-être un petit peu plus de questions encore. Nicolas, je vous donne la parole. D'accord, vous m'entendez ? On vous entend. Oui. On vous entend. Ok, parfait, merci. Alors, merci de me donner la parole. Bon, je vais essayer de faire court. Donc, pour moi, c'est un débat qui est particulièrement important, dans le sens où la réponse à ce virus passe aussi par donc un comportement de groupe. Et donc, à partir du moment où il y a des scissions fortes à l'intérieur de ce groupe-là, notre lutte est d'autant moins efficace. Mais aujourd'hui, en fait, moi, j'ai assez peur parce que, moi,
je reste assez jeune, donc je navigue sur les réseaux sociaux, j'ai pas mal de contacts, et que ce soit dans les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, je vois en fait beaucoup de gens justement qui sont dans la défiance, qui sont dans un déni de ce qui est en train de se passer sur un plan sanitaire d'une part, mais qui rejettent aussi les institutions, que ce soit les institutions politiques ou bien les institutions scientifiques. Et donc à partir de là, moi j'ai pas forcément j'ai pas forcément du mépris pour ces gens-là, j'ai peut-être même de la tendresse, parce qu'après tout, il y a une époque, les plus grands savants de la planète pensaient que la Terre était plate. Voilà, c'est peut-être juste un manque d'instruction, mais tout à l'heure, le directeur Huyghe disait qu'il avait mis en place un observatoire. Tout à l'heure, professeur Breton, vous parliez de l'étude que vous aviez du comportement des personnes. Pour moi, aujourd'hui, il est important plutôt que une fois qu'on a fait ce constat-là, de se concentrer sur les réponses qu'on peut faire. Et pour moi, les réponses viennent des citoyens lambda éduqués, disons, comme moi. Et en fait, ma question, c'est qu'est-ce qu'à votre avis, on peut faire, nous, à notre échelle, pour convaincre ces gens-là du mal fondé de leur pensée et tenter peut-être de les convertir. Voilà, merci. François Bernard Huyghe. Alors, très vite, je crois que nous tournons autour de quelque chose, on le voyait dans l'intervention du professeur Breton, qui est un ami que je salue au passage. Il y a le croire que. Alors, le croire que, c'est je suis persuadé qu'un énoncé ou une image ou une citation est conforme à la réalité. Par exemple, je crois que la Terre est plate et je crois à certaines preuves qu'on m'apporte sur des vidéos en ligne et je ne crois pas à des millions d'autres preuves qui sont apportées par des scientifiques, etc. Ça, c'est un croire que. On adhère à une conviction. Mais derrière ce croire que, je vais essayer de ne pas faire une formule trop ronflante, mais il y a un croire contre, hein, on l'a vu beaucoup. Nos croyances que nous affirmons du genre je ne me ferai pas vacciner, je ne suis pas comme ces jobards, sont une forme de résistance, entre guillemets, à l'égard des autorités qu'on n'accepte pas, d'une affirmation de soi. Il y a derrière soi de la souffrance et une misère culturelle et sociologique qu'il ne faut pas mépriser en disant que ce sont que des cons populistes. Hein. Voilà, il y a un croire contre qui est une forme de réaction à l'autorité, et puis il y a un croire ensemble. Hein. On est une bande de copains et on partage quelque chose avec des gens qui sont dans cette quête de vérité avec vous. Alors, en 10 secondes, d'après ma très modeste expérience, qu'est-ce qui marche le mieux pour expliquer aux gens que ce qu'ils croient est faux, douteux ou délirant? C'est pas de les engueuler, c'est pas d'affirmer que vous avez la raison et l'autorité, c'est souvent de leur démontrer les mécanismes, je dirais les syllogismes, les trucages, les faux raisonnements, et de les faire participer à la reconstruction de la réalité et du mécanisme dont ils sont victimes. Mais j'en reviens à ma loi de Brandolini de tout à l'heure, ça demande infiniment plus de temps et d'efforts, et c'est apprendre aux gens la rhétorique, la logique, l'esprit critique. Ça, évidemment, demande beaucoup plus d'efforts que de les engueuler en les traitant de complotistes ou de populistes. Alors, une question Facebook d'Arthur. Y aurait-il un lien entre complotisme et traumatisme dans l'enfance? Le complotisme n'aurait-il pas comme origine la rupture de la confiance avec les figures de l'autorité parentale? Et je reviens à ce que disait Chine Labbé tout à l'heure, qui disait que l'incertitude et l'inquiétude, c'était en fait le terreau de l'infox. Et donc voilà, peut-être Philippe Breton pour cette question, est-ce que ceux qui sont complotistes en fait sont des personnes insécures? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il faudrait évidemment s'appuyer sur des études, dans le domaine. Moi, je suis adjoint au maire d'une toute petite commune de montagne qui vote à 55% pour le Rassemblement national, qui s'abstient massivement tout au long des élections, dans lequel pas beaucoup de gens veulent se faire vacciner. Je veux dire, c'est tous mes amis. Quand je marche dans la rue, on se parle. Je veux dire, il ne faut pas diaboliser les gens, quoi. Si nous, on part comme moraliste en disant, même l'expression « les complotistes », je veux dire,
Pourquoi est-ce qu'on réinvente une figure du mal? D'abord, il faut se poser la question du mal qu'ils font. Il y a des gens qui font du mal. Il n'y a pas besoin des réseaux sociaux. Quand je l'ai dit tout à l'heure, une information sur les Juifs qui empoisonnent les puits, ça a des conséquences concrètes. On brûle 2000 personnes. Là, on est dans le réel. Bon, il faut évaluer. Je comprends que les fausses informations sur les réseaux sociaux gênent beaucoup de gens, notamment le milieu médiatique. Il n'est pas content parce qu'il a une concurrence. Et donc, du coup, il y va et puis il se construit une figure du mal. Mais c'est pas ça la question. Moi, je crois qu'il faut parler avec les gens. Parce que mon voisin vote Rassemblement National, je lui parle plus parce que c'est une figure du mal. D'abord, il connaît même pas le programme du Front National. Quand il dit qu'il veut pas se faire vacciner, je vois bien ce qu'il veut dire. Mais il ajoute toujours gentiment mais tu peux essayer de me convaincre. Bon, je veux dire, il faut parler, quoi. Et c'est pour ça, il faut arrêter cette déshumanisation de notre société par les réseaux sociaux, là où on peut convaincre personne. Il faut retourner. Alors évidemment, en ce moment, c'est difficile. C'est justement pour ça que ça prolifère en ce moment, parce qu'il n'y a plus d'humanité, parce qu'on est essentiellement sur les réseaux sociaux. Il faut revenir au dialogue, il faut revenir à la parole. Il faut se parler, voilà. C'est assez simple. Alors, l'enfance, je ne sais pas, peut-être on parlera de l'enfance avec les gens, mais voilà, il faut se parler. Aurélien ? Je suis assez d'accord. Je pense que ce qui est important, c'est de parler. Alors déjà, effectivement, les engueuler, ça sert à rien. Moi, je suis beaucoup plus sceptique sur le fait de les convaincre. En fait, souvent, le propos, il est tout autre. C'est-à-dire, moi, ce que je propose à mes patients dans ces cas-là, c'est pas du tout d'aller essayer de les convaincre ou d'entrer dans le champ de la raison, mais c'est d'essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous. Et bien souvent, si vous prenez le temps, pas du tout d'être dans une attitude paternaliste pour essayer d'expliquer la vie, ce qu'on a tendance à faire parfois, mais si on essaye de comprendre, on se rend compte que finalement, le message qui est derrière, c'est un message de grande souffrance et qui n'a aucun lien avec la question de la vaccination. Ça peut être, je suis jeune retraité, la dernière fois c'était ça, on est en train de me voler ma vie, c'est l'État qui me vole la vie parce que moi mes parents ils ont eu la retraite, ils n'ont pas eu le temps de profiter. Enfin, on se rend vite compte que le sujet, le vrai sujet, le cœur du sujet, il est tout autre. Mais bien évidemment qu'il est tout autre, ça vous le disiez avant aussi. Le sujet est tout autre, mais par contre, il faut se donner la peine de l'écouter. Et pour l'écouter, il ne faut pas se mettre dans une attitude, dans une posture haute justement, où on va être là à dire « Attendez, je vais vous expliquer ce que dit la science », parce que le propos, il n'est pas là. Donc si on ne discute pas de la même chose, ça ne vaut pas la peine de discuter. Je voudrais encore profiter de la présence de nos invités à distance. On s'est beaucoup intéressé à qui écoute et aux récepteurs des infox, mais il y a un émetteur. Même si je suis d'accord pour dire que s'il n'y avait pas de récepteur, l'émetteur se tairait, mais ma question posée peut-être à Chine Labbé et à François-Bernard Huyghe, c'est à qui profite le crime? Y a-t-il du profit à émettre une infox? Quand je regarde les protocoles des sages de Sion émis au XIXe siècle par la police tsariste, ça avait un sens, ça avait une utilité politique qui servait la politique du tsar. Et sur cette infox-là, elle est encore très présente dans tous les pays, dans certains pays, etc. Ma question concerne l'émetteur. Y a-t-il un profit à émettre des infox? Peut-être Chine Labbé ou Chine Labbé. Oui, il y a effectivement derrière les émetteurs, il y a toujours un intérêt qui est différent selon les émetteurs. Il y a beaucoup d'émetteurs très différents d'infox. Mais voilà, il y a le profit, il peut être financier de manière très claire. Il y a beaucoup de ces sites émetteurs qui vendent des encarts publicitaires de manière très simple et suscitent beaucoup d'engagement, de trafic. Donc voilà, ça rapporte de l'argent, il faut le dire clairement. Il y a aussi des sites et des émetteurs d'infox qui vendent des produits, donc ils ont intérêt à vous faire croire que ce remède miracle contre le Covid, il marche parce qu'en fait, ils vous le vendent. On a vu ça beaucoup aux États-Unis avec des sites qui vendaient de l'argent colloïdal. En vous disant que ça pouvait vous prévenir le Covid et le guérir. Mais on l'a vu aussi en France avec des sites qui vendaient de la vitamine C et qui diffusaient beaucoup d'intox sur le Covid et qui, dans la description, vous disaient protège, booste votre système immunitaire contre le Covid, etc. Et puis, il y a aussi, vous citiez les tsars, il y a beaucoup de désinformation, de propagande d'État, où là, on est dans des intérêts géopolitiques.
et qui se fait de manière de plus en plus subtile, nuancée et difficile à percevoir, parce qu'il y a de plus en plus des sites qui sont liés à des États, mais qui ne sont pas directement... Enfin, c'est plus difficile. Il y a Sputnik et RT pour la Russie. On sait que bon, c'est des médias étatiques russes, mais la Russie a des dizaines et des dizaines d'autres sites. Il y a Observateur Continental, qui est un site francophone, qui est lié à une unité du service militaire russe. Pour le savoir, il faut avoir fait une sacrée enquête, et c'est clairement pas dit au lecteur et pas clair. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup d'intérêts, qui soient géopolitiques, qui soient idéologues, qui soient financiers. Et c'est ça le problème, c'est que c'est pas clair et visible et lisible pour le lecteur. François-Bernard Huyghe. Très vite, oui, il y a beaucoup d'intérêts. Intérêt fric, voilà, on peut rentabiliser financièrement. Intérêt égaux, hein, puisqu'on est découvreur de cette théorie ou promoteur de ce dévoilement des complots et des fausses vérités qu'on nous impose. On est quelqu'un d'important, etc. Hein. Si les gens sont tellement dingues pour avoir beaucoup de likes sur Facebook, imaginez ce que c'est quand ils créent ce genre de théorie où les diffusent et font partie de l'élite anti-élite qui découvre tout. Intérêt idéologique parce que on peut effectivement faire du mal à son ennemi, ennemi politique, ennemi géopolitique, on peut le déconsidérer, le déstabiliser. Et d'une certaine façon, il y a énormément de théories qui se développent en disant que un des intérêts de la diffusion de fausses nouvelles ou de théories serait moins de faire passer de fausses conceptions dans la tête des gens ou de les amener à réfuter ce que dit le gouvernement ou ce que disent les médias, que tout simplement de créer du chaos et de la tension, et qu'il s'agirait d'une forme de recherche d'une forme de subversion et de confusion des codes. Une dernière question qui nous vient de Zoom, qui vous est posée par Jean-Marc. La solution ne doit-elle pas passer en grande partie par l'école et l'enseignement? Ne faudrait-il pas revoir l'enseignement du primaire au supérieur en sensibilisant aux fake news? Alors, pour avoir des enfants en primaire et au collège, je crois que c'est fait déjà. Enfin, je ne sais pas si c'est dans les programmes, je ne sais pas si quelqu'un le sait, mais mes enfants, ils sont sensibilisés, notamment en cours d'informatique, et on leur apprend à chercher sur Internet. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile de se faire une idée sur une image. Hein. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les deepfakes, hein, c'est-à-dire que non seulement l'image n'est pas seulement truquée, enfin si, c'est la vidéo qui est truquée. Donc on peut mettre le visage sur à peu près n'importe quelle image, le mettre en mouvement, même synthétiser la voix. Donc nos enfants, ils vont avoir à gérer après-demain une totale impossibilité d'avoir un élément de véracité d'une vidéo. Donc il va falloir effectivement qu'ils grandissent dans ce monde-là, parce que le deepfake, c'est déjà aujourd'hui, ça fait déjà quelques années que ça existe. Je vais donner le mot de la fin à Aurélien. Est-ce que cette épidémie, cette pandémie de fake news n'est pas en partie liée au fait que nous rentrons dans un monde de plus en plus compliqué et que cette complexité angoisse, inquiète, et que parfois les fake news ont le mérite de simplifier un problème, de trouver une cause à un phénomène, de rassembler plusieurs choses dans une même réponse. Est-ce que tu disais que la certitude rend fou, mais je me demande si l'incertitude ne rend pas aussi fou? Alors, c'est certain qu'on vit dans un monde où la complexité est à tous les coins de rue. Mais non seulement c'est une complexité dans laquelle il faut pouvoir appréhender les grands nombres, dans lesquels il faut pouvoir appréhender les grands temps, les grands volumes, les statistiques, tout autant de choses qui ne sont pas forcément inculquées de manière très fiable pendant l'école. Et puis surtout, un monde dans lequel on a de plus en plus de mal à trouver sa place. Parce que justement,
l'homme, de manière centrifuge, part du centre pour aller vraiment à la périphérie. Et je pense que oui, ça suscite une angoisse très forte auprès de tout un chacun, de ne pas savoir dans quel monde on n'a qu'à voir l'épidémie. Là, on est tous en train de se demander, est-ce que l'espèce humaine ne va pas disparaître? Alors c'est parfois du ressort un peu du délire, parce que ça ne repose pas sur des choses très concrètes, mais ça génère beaucoup d'angoisse. Et moi, je suis persuadé que les personnes qui sont sujettes au conspirationnisme, et je pense que d'ailleurs on l'est tous sur certains sujets, peut-être moi moins sur l'aspect médical, mais plus sur des aspects politiques où je m'y connais beaucoup moins, c'est toujours le résultat d'une fragilité. Et effectivement, on doit plus être dans l'empathie et dans la recherche du pourquoi, du comment, que dans la critique ou dans le jugement. Sans vouloir, Philippe Breton, démoniser plus que ça, on a eu la grande période de l'hystérie. Est-ce qu'on n'est pas dans une démocratisation de la paranoïa? Incontestablement, parce que la paranoïa, c'est ce qui fait rupture, ce qui fait une fente. Or, la caractéristique de nos sociétés aujourd'hui, ce qu'on disait dans une précédente table ronde, c'est-à-dire la difficulté à une mobilisation collective sur une cause sur laquelle on s'entend tous, sur son diagnostic comme sur son traitement, est liée précisément à ces fentes dans notre société et cette méfiance réciproque, pour de bonnes, surtout de mauvaises raisons. C'est une des définitions de la paranoïa. C'est pour ça qu'il faut recoudre. C'est pour ça et qui peut recoudre la parole, et il faut que nos sciences, de ce point de vue-là, deviennent encore plus humaines. Il me reste à remercier nos 4 intervenants qui ont fait de cette table une table ronde de grande qualité. Je vous remercie infiniment. Et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h autour de la thématique « Y aura-t-il un monde d'après ?» Toujours en direct sur notre site forumeuropéendebioéthique.eu. Bonne soirée et à demain.